Mercredi 2 juin 2010. Madame Annie Chebeya n'a pas fermé l'œil de toute la nuit. Très tôt le matin, elle se rend accompagnée de quelques défenseurs des droits de l'homme à l'inspection générale de la police congolaise où son mari, M. Floribert Chebeya, s'était rendu la veille sur rendez-vous de l'inspecteur général de la police, le général John Numbi. Elle ne le sait pas encore, mais le corps sans vie de son mari vient d'être retrouvé sur la banquette arrière de son véhicule à Mitindi, une périphérie de Kinshasa. Très vite, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Elle fait la une des médias nationaux et internationaux. Bienvenue sur la chaîne de True Crime RDC. Générique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive en RDC, l'affaire Chebeya. Qui était Floribert Chebeya? Âgé de 46 ans au jour de son décès, Floribert Chebeya était un militant des droits humains reconnu pour son courage et son professionnalisme. Déjà sous le régime du maréchal Mobutu, il enquêtait sur des dossiers sensibles et dénonçait les violations des droits de l'homme en RDC. À cause de ses activités, il faisait objet de multiples et régulières intimidations, des menaces et arrestations. Il était membre fondateur et directeur exécutif de l'ONG La Voix des Sans-Voix, secrétaire exécutif national du Réseau national des ONG des droits de l'homme de la RDC, RENADOC, vice-président pour l'Afrique centrale de l'Union interafricaine UIDH, et membre de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale contre la torture, OMCT. Bref, il était très reconnu et réputé dans le domaine des droits de l'homme. Mais qu'est-ce qui a bien pu faire qu'on en veuille à ce point à sa vie? Alors, il faut savoir que quelque temps avant son assassinat, Floribert Chebeya s'était impliqué dans plusieurs dossiers sensibles mettant en cause des autorités congolaises et la police nationale. La veille de sa mort, Floribert Chebeya s'apprêtait à déposer un dossier auprès de la CPI sur le massacre, viol, arrestation et détention arbitraire commis à l'égard des membres civils du mouvement Bouddou-Dia Congo dans la province du Bas-Congo par le bataillon Simba. Retenez bien ce nom, le bataillon Simba. Le bataillon Simba est décrit comme une sorte de police dans la police composée des plus fidèles du général John Numbi. Grâce à ce bataillon, le général John Numbi a volé au secours du régime Kabila à plusieurs reprises. Par exemple, lors de l'affrontement de Joseph Kabila avec les milices de Jean-Pierre Bemba à Kinshasa en mars 2007, ou encore pour négocier avec l'ex-chef rebelle Laurent Nkunda et coordonner l'opération Umoja Wetu menée conjointement avec le Rwanda contre les forces rebelles, ou encore lors de la répression du mouvement Bouddou-Dia Congo. Revenons-en aux faits. Cela faisait des mois que Floribert Chebeya cherchait à entrer en contact avec le général John Numbi pour lui faire part de ses constats sur les violations des droits de l'homme incessantes commises par la police nationale. Par exemple, en 2009, la Voix des Sans-Voix avait adressé 17 lettres à l'inspecteur national de la police congolaise dénonçant des violations des droits de l'homme. Toutes étaient demeurées sans réponse. Entre le 12 et le 14 mai 2010, Floribert Chebeya avait écrit à plusieurs reprises à l'inspection générale de la police de Lingwala afin de demander l'ouverture d'une enquête sur la répression d'un sit-in devant l'état-major des renseignements militaires à Kinshasa, le 11 mai 2010. Il réclamait également la libération d'un journaliste arrêté un mois plus tôt. Il demandait aussi l'arrêt du harcèlement à l'encontre d'un membre du parti de l'opposition, le MLC. Le 10 février 2010. Retenez bien cette date, j'y reviendrai plus tard. Floribert Chebeya avait écrit au nom de l'ONG La Voix des Sans-Voix une lettre au général John Numbi
afin de solliciter son intervention pour l'humanisation des conditions carcérales en RDC. Floribert Chebeya s'était aussi fait remarquer en intervenant dans des dossiers liés à la famille Kabila. Il faut savoir que depuis 2004, il plaidait pour la révision du procès des assassins présumés de Laurent-Désiré Kabila, demandant à ce que les réels commanditaires soient recherchés et punis. Il avait émis un communiqué en janvier 2010 pour réclamer une loi d'amnistie pour les détenus dans cette affaire, pour la réouverture du dossier, de nouvelles poursuites et une commission d'enquête internationale. Toutes ces requêtes demeuraient sans suite favorable. Voilà pourquoi il prévoyait des actions en marge des festivités du cinquantenaire de l'indépendance de la RDC devant avoir lieu cette année-là, le 30 juin 2010. Depuis 2008, il enquêtait sur l'assassinat de Madame Aimée Kabila, demi-sœur du président Joseph Kabila alors en fonction. La Voix des Sans-Voix réclamait l'ouverture et l'activation du procès, car Floribert Chebeya affirmait détenir des informations impliquant le président Joseph Kabila, parce qu'il y avait un conflit violent entre lui et sa demi-sœur au sujet de l'héritage de leur père Laurent-Désiré Kabila. En dehors de ces différents procès, il militait également pour la mise en place par le gouvernement de l'entité de liaison des droits de l'homme. C'est à cause de toutes ces affaires que Floribert Chebeya avait fait l'objet à plusieurs reprises d'intimidations et de menaces de mort. Analysons maintenant les faits qui ont conduit à sa mort. Revenons à cette fameuse date du 10 février 2010. Nous sommes donc le 10 février 2010. Floribert Chebeya envoie une lettre au nom de l'ONG La Voix des Sans-Voix au général John Numbi. Dans cette lettre, il dénonce les conditions de détention carcérale dans toute la RDC. Il exprime également le souhait de rencontrer le général John Numbi à ce sujet. N'obtenant pas de réponse, il va le relancer via l'inspecteur principal Moukalai. Le 28 mai 2010, soit 3 mois après, M. Floribert Chebeya va recevoir un accusé de réception très tardif à travers le commissaire Mila qui s'était rendu dans les locaux de la Voix des Sans-Voix pour le lui remettre. Floribert Chebeya va réitérer sa demande de rendez-vous auprès du général John Numbi à travers le commissaire Michel Mouila. Les choses semblent s'accélérer. Le 31 mai 2010, l'inspecteur principal Daniel Moukalai va contacter Floribert Chebeya par téléphone pour lui confirmer un rendez-vous fixé pour le 1er juin 2010 à 17h. Le 1er juin arrivé, M. Floribert Chebeya va se rendre au fameux rendez-vous accompagné du chauffeur et membre de la Voix des Sans-Voix, Fidel Bazana, après avoir sagement avisé ses collaborateurs, son épouse et la MONUSCO. Revenons à la scène de crime. Nous sommes le 2 juin 2010, au matin. Le corps de Floribert Chebeya est retrouvé dans sa voiture sur la route de Matadi, dans le quartier Mitendi, une périphérie de Kinshasa. Il ne faut pas être un expert de la police scientifique pour très vite comprendre que la scène de crime est une grotesque mise en scène. On y retrouve plusieurs éléments qui font office d'indices de la cause de son décès. Parmi ces indices, je cite, des mèches de cheveux synthétiques, des faux ongles inutilisés, ridicule, des préservatifs, pour certains inutilisés et d'autres utilisés, mais sans aucune trace de sperme, une plaquette de Viagra presque complètement utilisée. Quels sont les constats sur son corps? Le corps de Floribert Chebeya est retrouvé allongé sur le dos, sur le siège arrière, avec le pantalon baissé au niveau des cuisses, le sexe exposé. Son corps déjà rigide, suite à une mort qui serait survenue des heures plus tôt, ne comporte aucune rigidité au niveau du cou, ce qui est plutôt anormal, comme si son cou avait été tordu dans tous les sens. Il porte également des lésions au niveau des avant-bras, comme s'il avait été ligoté
ou qu'il portait des menottes. Il avait du sang qui coulait par la bouche. Très vite après la découverte du corps, la police va ramener le corps de Floribert Chebeya à la morgue. Le colonel Moukalai et ses éléments vont faire pression sur la police scientifique pour récupérer quelques pièces à conviction. Un communiqué de presse signé par le général Jean de Dieu Oleko va très vite être diffusé. Celui-ci annonce que le corps de Floribert Chebeya a été retrouvé sans trace de violence, ce qui est loin du constat de la police scientifique. À présent, je vais vous faire une petite chronologie des faits ou un résumé à partir de la découverte du corps de Floribert Chebeya jusqu'à l'ouverture du premier procès. Donc, le 2 juin 2010, le corps de Floribert Chebeya est retrouvé à Mitendi aux environs de 5 heures du matin. Le 5 juin 2010, à la suite des nombreuses pressions reçues par la communauté internationale, le président Joseph Kabila va présider une réunion extraordinaire du Conseil supérieur de la défense. Un seul point à l'ordre du jour, la mort de Floribert Chebeya. Au cours de cette rencontre, un certain nombre de décisions sont prises. Le général John Numbi, inspecteur national de la police congolaise, est suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour permettre, je cite, un déroulement serein de l'enquête. Son adjoint, le général Charles Bisengimana, est désigné pour exercer à titre intérimaire les fonctions d'inspecteur général de la police nationale congolaise. Le 6 juin 2010, un légiste néerlandais et ses assistants sont autorisés à autopsier le corps de Floribert Chebeya. L'autopsie sera faite le 11 juin à l'hôpital général de référence de Kinshasa. Le 10 juin 2010, le procureur général de la République, Flori Kabange-Numbi, accrédite la thèse de meurtre et non d'assassinat. D'après lui, il n'y a pas d'indice qui révèle que le meurtre ait été prémédité. Il déclare que les présumés assassins de Chebeya sont des justiciables des juridictions militaires. Il dit avoir décelé des indices de culpabilité sur les relevés d'écoute téléphonique et le rapport des légistes hollandais. Le 26 juin 2010, le corps de Floribert Chebeya est inhumé au cimetière de Bensekefouti, après une messe d'action de grâce célébrée par le cardinal Musengo à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Le 9 juillet 2010, les résultats de l'autopsie sont publiés. L'autopsie révèle que la mort de Floribert Chebeya n'est pas liée à l'administration d'une quelconque substance toxique, ce qui écarte la piste des stimulants sexuels retrouvés près du corps. Cependant, l'autopsie n'a pas pu déterminer avec certitude les circonstances du décès. Son décès serait lié à un arrêt cardiaque suite à des mauvais traitements. Les médecins affirment avoir observé des indications de contraintes externes, des chocs, compressions et serrements au niveau des bras et des jambes. Les observations sont fortement en faveur d'une cause primaire impliquant le cœur, car des anomalies préexistantes à ce niveau ont été détectées. En d'autres termes, son cœur aurait lâché suite au mauvais traitement. Le 12 novembre 2010, soit 5 mois après la mort de Floribert Chebeya, le procès s'ouvre à la cour militaire de la Gomé de Kinshasa. Nous sommes donc le 12 novembre 2010. Le procès s'ouvre à la cour militaire de Gombe de Kinshasa. À la barre, 8 prévenus. Les prévenus auraient attiré Floribert Chebeya dans un guet-apens à l'inspection de la police nationale, l'auraient assassiné et auraient essayé de déguiser sa mort à travers une mise en scène sexuelle ridicule. Parmi les prévenus, un nom est absent, celui de John Numbi. Et pourtant, tout laisse penser qu'il est un acteur clé dans cette affaire. Il est suspendu de ses fonctions, mais pas inculpé. La Cour va se déclarer n'être pas habilitée à juger un général avec 3 étoiles.
John Numbi paraît en tant que renseignant. Il n'est pas tenu de prêter serment. Sur les 8 policiers initialement arrêtés, 5 sont inculpés. Les 3 autres sont en fuite. Qui sont les inculpés? Le colonel Daniel Mukalai, commandant du bataillon Simba et inspecteur principal, Georges Kitungwa, commissaire principal, François Ngoy Moulongoy, inspecteur adjoint, Michel Mouila, commissaire, Blaise Mandiango Bouleri, sous-commissaire adjoint, tous de la police nationale congolaise. Les policiers en fuite sont Christian Ngoy Kenga, inspecteur et commandant du bataillon Simba, Paul Mwilambwe, inspecteur, et Jacques Mugabo, sous-commissaire adjoint de la police nationale congolaise. L'enquête menée par l'auditorat militaire a permis de déceler des sérieux indices de culpabilité à l'encontre des prévenus. Ces indices, je les ai résumés en 9 points. 1. L'invitation à se rendre à la police nationale congolaise sur rendez-vous du général John Numbi. 2. L'historique des SMS entre Chebeya et son épouse le jour du rendez-vous. 3. Les relevés téléphoniques et les explications des experts télécoms. 4. La scène de crime. 5. La présence d'un témoin à la police nationale, à l'inspection de la police nationale. 6. Les SMS échangés entre le major Ngoy et le colonel Mukalai le jour de l'assassinat. 7. Le déménagement suspect de Christian Ngoy et Paul Mwilambwe. 8. La note d'un prévenu pour que ses cartes SIM soient brûlées. Et 9. Le mensonge suspect de François Ngoy à Madame Chebeya. Ces indices que je viens de citer ont permis d'identifier les rôles de chaque prévenu. Examinons donc le premier élément, c'est-à-dire l'invitation à se rendre à la police nationale congolaise pour rencontrer John Numbi. Le 29 mai 2010, Floribert Chebeya a rencontré par hasard le colonel Daniel Mukalai dans un bureau de la Robank. Floribert Chebeya et Daniel Mukalai se connaissaient déjà depuis mars 2009. Chebeya va donc profiter de cette occasion pour émettre le vœu de rencontrer John Numbi. Daniel Mukalai va promettre de suivre sa demande. 2 jours plus tard, soit le 31 mai, à 21h17, le colonel Mukalai a appelé Floribert Chebeya pour lui assurer que le général Numbi le recevrait le lendemain. Le 1er juin, vers 12h, Floribert Chebeya a informé ses collègues que l'inspecteur général le recevrait le jour même à 17h30. Vers 17h, M. Floribert Chebeya est parti pour se rendre à l'inspection générale de la police nationale congolaise, accompagné de Fidel Bazana. Voyons maintenant l'élément 2, l'historique des SMS entre le numéro de téléphone de Floribert Chebeya et son épouse. Pendant qu'il sera parti pour son rendez-vous ce jour-là, entre 19h53 et 19h55, il y aura un total de 3 SMS émis à partir du numéro de téléphone de Floribert Chebeya que sa femme, Madame Annie Chebeya, déclara formellement n'être pas de son mari, car il ne porte pas sa signature. En effet, il avait pour tradition de signer ses messages avec son prénom, Floribert. Élément 3. Les relevés téléphoniques et les explications des experts télécoms de Airtel, Vodacom et Tigo. Grâce à ces relevés obtenus des antennes relais, on a pu retracer le parcours ce jour-là des inculpés et des victimes. À 17h25, Floribert Chebeya appelle Daniel Mukalai pour lui signifier qu'il est en route pour l'inspection générale, mais qu'il est bloqué par les embouteillages. Au moment de l'appel, Floribert Chebeya est dans le périmètre de l'antenne relais dite Kitambo. Daniel Mukalai, lui, se trouve dans le rayon de l'antenne relais Tigo dite Sosimat.
À 17h31, Floribert Chebeya adresse un SMS au responsable des droits de l'homme de la MONUSCO pour lui faire savoir qu'il va rencontrer l'inspecteur général de la police à 17h30 et il le préviendra après entrevue. Ce message est pris en charge par l'antenne relais dite Rond-Point Bandal. Alors qu'il se retrouve encore dans le périmètre de cette antenne relais, Floribert Chebeya reçoit un SMS de son épouse. À 19h53, Floribert Chebeya émet 2 SMS vers le numéro d'appel de son épouse. Les SMS sont pris en charge par l'antenne relais RTL dite Palais du Peuple, située au quartier Beauvant. Il faut noter que ce sont les antennes relais RTL Palais du Peuple et Stadium qui couvrent habituellement les appels émis ou reçus à partir de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Souvenez-vous aussi que Madame Chebeya est persuadée que tous les SMS émis par son mari à partir de ces antennes relais ne sont pas de lui, car il n'était pas signé comme il le fait d'habitude par son prénom Floribert. Donc le dernier SMS vrai signé Floribert a été émis à 17h31. À 17h43, l'inspecteur Ngoy appelle l'inspecteur Mukalai. Celui-ci est déjà dans le rayon de l'antenne relais dite Centenaire, située dans l'enceinte de l'Université protestante du Congo, laquelle prend en charge les appels Vodacom émis ou reçus à partir de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Au même moment, les prévenus Christian Ngoy et Paul Mwilambwe sont eux aussi localisés dans le même rayon, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'enceinte de l'inspection générale de la police. Après 17h43, plus d'échanges téléphoniques jusqu'à 19h02, heure à laquelle l'inspecteur Daniel Mukalai appelle l'inspecteur Christian Ngoy. L'émission et la réception sont toutes prises en charge par l'antenne relais Vodacom, dite Centenaire. Vers la même heure, l'inspecteur Mukalai se rend au corps de garde de la brigade canine où il contraint l'inspecteur Chako Tumungu, qui s'y trouvait en fonction en qualité de chef de poste, à lui remettre de force la clé de contact de la Jeep 238 de cette brigade. Mukalai va prétendre que la Jeep est affectée à une mission anti-Kuluna dont il avait la responsabilité. La Jeep sera retournée à la brigade canine que 4 jours plus tard. À 21h47, 22h16 et 23h32, le prévenu Mukalai appelle encore l'inspecteur Christian Ngoy à 3 reprises. Les 2 premiers appels sont pris en charge par l'antenne relais dite Gambela, tandis que le dernier appel est pris en charge par l'antenne relais dite Salongo. L'itinéraire de Christian Ngoy reconstitué grâce au relevé d'appels émis ou reçus sur son portable a permis de déterminer que, à 19h48, il était à l'inspection générale de la police nationale. À 19h57, il était sous l'antenne relais dite Lingwala. À 20h, l'antenne relais dite Sosimat. À 20h03, Chanik. À 20h18, il communique avec Paul Mwilambwe. Il est pris en charge par l'antenne Binza Village. Vers 20h48, il communique avec l'inspecteur principal Daniel Mukalai. Il est pris en charge par l'antenne relais Kimbondo. À 21h47, il s'entretient de nouveau avec l'inspecteur principal Daniel Mukalai. Il est pris en charge par la même antenne. Vers 22h16, il contacte encore l'inspecteur Daniel Mukalai. Il se trouve dans le rayon de l'antenne relais dite Mavalé. À 22h27, il communique avec un numéro masqué. Il est de nouveau pris en charge par l'antenne relais dite La Colline. À 23h32, il communique avec l'inspecteur principal Mukalai. Il est pris en charge par l'antenne relais Rigini. Donc on peut constater que le 1er juin 2010, entre 19h48 et 23h32, l'inspecteur Christian Ngoy est parti de l'inspection générale de la police nationale jusqu'à Mitendi en empruntant la route de Matadi et qu'au retour il est passé par l'avenue Bypass
jusqu'au quartier Salongo où habite l'inspecteur principal Daniel Mukalai. Il était en compagnie du sous-commissaire Jacques Mugabo, son garde du corps et chauffeur. Élément 4. La scène de crime. Les agents de la police scientifique ont fait observer à la cour l'empressement du colonel Mukalai à entrer coûte que coûte en possession de leur rapport. Le commissaire principal, François Shindani, a relevé qu'ayant recueilli tous les indices découverts dans le véhicule de M. Floribert Chebeya, le colonel Georges Kitungwa l'avait appelé et avait réclamé sur ordre de son supérieur, le colonel Mukalai, ces éléments sous scellés. Le commissaire principal, Kuna, se proposait de les soumettre à des analyses approfondies afin d'y déceler des empreintes digitales qui auraient été comparées à celles des personnes suspectées. L'intervention de l'inspecteur principal Daniel Mukalai a rendu désormais cette éventualité incertaine. Malgré les demandes réitérées de la Cour, les scellés n'ont pas été produits pendant l'instruction juridictionnelle. L'élément 5. La présence d'un témoin à l'inspection générale de la police. Ce jour-là, un homme présent dans les locaux de l'inspection générale de la police affirme avoir vu Floribert Chebeya dans les locaux de la police. Il s'appelle Martel Gomer, un ressortissant camerounais. Le 6e indice de culpabilité. 2 SMS suspects échangés entre Christian Goy et Daniel Mukalai. Le premier SMS dit « Bonjour mon colonel, le nom du monsieur des droits de l'homme Chebeya, Floribert, téléphone et donne le numéro. » Le deuxième SMS est en Swahili « Mimi Mzee Nikona Challenger na Petit Jacques na subiri mipango kutoka kwenu pole mzee. » Excusez mon Swahili. Ce qui veut dire « Chef, je suis avec l'adversaire et Petit Jacques, j'attends vos ordres. Désolé, chef. » Le 7e élément, le déménagement suspect de Christian Goy et Paul Mulambwe. En février 2010, les inspecteurs Christian Goy et Paul Mulambwe avaient déménagé de leur ancienne résidence à Macampagne pour venir habiter sur la même avenue que Floribert Chebeya, littéralement à plus ou moins 150 mètres de distance. On aurait d'ailleurs retrouvé chez eux, lors d'une perquisition, une carte de la résidence de Floribert Chebeya et des armes de guerre. L'élément 8. La note d'un prévenu pour que ces cartes SIM soient brûlées. Alors qu'il était écroué dans l'amigo de l'auditorat général depuis le 7 juillet 2010, pour raison d'enquête, le prévenu sous-commissaire Blaise Mandiango rédige le 9 juillet 2010, à partir de l'amigo, une note destinée au commissaire principal Ndatenkulu, commandant du bataillon Simba, dans laquelle il invite à se méfier de son ami, le colonel John Kabila, qu'il soupçonne d'être à la base de son arrestation. Il lui demande par ailleurs dans la même note de brûler immédiatement toutes ses cartes SIM, lesquelles lui avaient été ravies lors de son interpellation. La note est remise à une dame venue rendre visite à son mari, lui aussi incarcéré dans le même amigo. Coïncidence ou non, il se trouve que la dame habite non loin de l'état-major du bataillon Simba. L'élément 9. Le mensonge suspect de François Ngoy à Madame Chebeya. Après avoir reçu le coup de fil lui annonçant que le corps de son mari venait d'être retrouvé, pendant qu'elle se trouve à l'inspection générale de la police nationale, Madame Chebeya va aborder l'inspecteur adjoint François Ngoy Moulongoy. Elle va lui tendre un bout de papier contenant le numéro de Michel Muila et lui demander de l'appeler. Il va s'exécuter en lui demandant même du crédit. Il va lancer l'appel et s'éloigner d'elle pour converser avec son interlocuteur, pour ensuite revenir et prétendre que le proprio du numéro n'est pas Michel Muila, mais un certain commissaire Mwalimou, alias Coach. Plus tard, elle tentera d'appeler le numéro. Cette fois-ci, le correspondant lui dira être bel et bien Michel Muila. Donc voilà, les indices que je viens de résumer ont permis d'établir les rôles comme suit. Le prévenu Mukalai a organisé le rendez-vous piège auquel Floribert Chebeya a répondu en date du 1er juin 2010.
qu'il a donné des instructions pour l'exécution de ce crime et qu'il a mis à la disposition des exécutants tous les moyens dont ils avaient besoin. Le prévenu Mouila a participé à l'assassinat en attirant Floribert Chebeya au lieu où il devrait être assassiné. Les prévenus Ngoy Kenga Kenga, Mouila Mbwe et Mugabo sont les exécutants de l'assassinat. Quant aux prévenus Kitungwa, Ngoy Mulongoy et Mandiangu, ont pour le premier brouillé les investigations et falsifié la réalité des faits, pour le second égaré la veuve Chebeya alors qu'elle cherchait son mari, et pour le troisième adresser une note au commandant bataillon Simba, lui enjoignant de brûler tous ses cartes SIM dans l'immédiat. Ceux-ci ont, avec connaissance, aidé ou assisté les prévenus Daniel Mukalai, Michel Mouila, Ngoy Kenga Kenga Mouila Mbwe et Mugabo dans les faits qui ont consommé l'infraction d'assassinat leur reprochée. Le procès va se conclure avec une déception presque totale de la partie civile. Certains vont même le qualifier de parodie de justice. Le verdict sera rendu le 24 juin 2011. Des 8 prévenus, 5 sont condamnés et les 3 autres acquittés. Les prévenus Mukalai et Mouila sont écroués et condamnés à la peine capitale. Les prévenus Ngoy Kenga Kenga, Mouila Mbwe et Mugabo, en fuite, sont condamnés par contumace. Les prévenus Kitungwa, Ngoy Mulongoy et Mandiangu sont acquittés. De ce procès, on retiendra des points positifs et négatifs. Des points positifs, on peut citer la tenue d'un procès qui a fait l'objet d'investigations et mené jusqu'à son terme, contrairement à d'autres affaires similaires, et qui a surtout abouti à une décision de justice. La réalisation d'une autopsie avec le concours d'experts étrangers impartiels, la condamnation de hauts gradés de la police nationale et la reconnaissance de la responsabilité de l'État à cause des actes de ces policiers. Des points négatifs, nous retenons l'absence d'investigation approfondie sur certains points clés, la disparition d'objets sous-scellés et l'absence de poursuite à l'encontre du général John Numbi. C'était Akanou. Merci d'avoir suivi la première partie de l'affaire Chebeya qui a traité les faits et le premier procès. Restez branchés pour la suite le dimanche prochain. Likez, commentez et abonnez-vous. Merci. Bye.